Bienvenue à toutes et à tous. Dans ma précédente vidéo, j'ai rapidement abordé le concept de la jeune école, sans avoir le temps de rentrer dans les détails. Mais étant donné son importance dans la création de la marine impériale japonaise, il me semble important d'approfondir le sujet. Au début des années 1880, la France se retrouve encerclée par la Triple Alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie et l'éternel rival britannique. L'évolution toujours plus rapide des techniques de construction navale, l'arrivée de la vapeur et des navires en acier entraîne une augmentation vertigineuse des coûts de construction et d'entretien des nouveaux navires. Si bien que la France en vient à la conclusion qu'elle n'a pas les moyens d'obtenir la suprématie maritime sur ses rivaux. C'est dans ce contexte qu'apparaît une nouvelle théorie maritime, la jeune école. L'amiral Théophile Hobbes, père de cette nouvelle doctrine, estime que la façon de faire la guerre navale, qui repose sur les enseignements des grandes batailles du passé, est devenue totalement obsolète avec l'arrivée de nouvelles armes, en particulier les torpilles et les mines. Pour lui, la France doit saisir ce virage pour revenir dans la course. En 1882, il rédige un texte de 38 pages intitulé « La guerre maritime et les ports militaires de la France ». Il y déclare « En développant de nouvelles technologies, telles que les torpilles, nous pouvons vaincre les blocus ennemis. Par conséquent, plutôt que de construire des cuirassés, nous devrions employer plus de torpilleurs pour protéger le littoral. Quant aux attaques, nous devrions utiliser des croiseurs pour détruire le commerce. Et dans tous les cas, nous avons besoin de navires à grande vitesse. S'il n'enterre pas les cuirassés, pour lui les guerres d'escadre sont très secondaires. Pour Hobbes, le but de la guerre est d'infliger autant de souffrance que possible à l'ennemi. Il considère qu'il n'est pas utile de viser à détruire complètement la flotte ennemie. Il suffit de la rendre incapable de combattre. Dans ce sens, il recommande l'attaque des navires de commerce pour réduire l'économie de l'ennemi, tactique pouvant être particulièrement efficace contre un pays dépendant comme la Grande-Bretagne, ainsi que sur les navires de ravitaillement. Sans charbon, même le plus puissant et solide cuirassé devient totalement inutile. La victoire de la marine française durant la guerre sino-française semble démontrer l'avantage des torpilleurs face aux forces navales conventionnelles. Mais de façon assez surprenante, ce n'est pas Hobbes qui popularisa le concept de la jeune école, mais une personne n'ayant aucun lien ou expérience avec la marine ou l'armée, un journaliste. En 1884 et 1885, le journaliste Gabriel Charme publie plusieurs articles où il présente le torpilleur comme l'arme miracle, en avançant qu'un microbe de 100 tonnes et de 200 000 francs est capable d'une seule torpille d'envoyer par le fond un monstre de 10 000 tonnes coûtant 30 millions de francs. À partir de là, la situation s'emballe. Les considérations militaires deviennent de plus en plus secondaires, alors que la jeune école devient un outil politique et même idéologique dans la France de l'époque. Dans l'imaginaire, le petit torpilleur devient l'incarnation du peuple, terrassant le puissant, le riche capitaliste. Le torpilleur de la jeune école devient l'outil des républicains, tandis que le cuirassé symbolise la droite conservatrice. C'est à ce moment que la doctrine de la jeune école est détournée pour supprimer les cuirassés, au profit des seuls torpilleurs et destroyers. C'est aussi une manière d'attaquer les grands barons de l'industrie, en particulier ceux qui fournissent les plaques de blindage, et ceux qui détiennent les très rares chantiers navals capables de construire de grands navires. L'aspect financier est également non négligeable pour le gouvernement français. Il est en effet bien moins coûteux de construire des torpilleurs, même en très grand nombre, que des navires de ligne. Le 7 janvier 1886, Hobbes est nommé ministre de la Marine. Décision politique des républicains pour l'utiliser dans leur lutte idéologique plus qu'une adhésion réelle à ses idées.
il lance immédiatement la concrétisation de ses idées. La France se lance également dans le développement des sous-marins, particulièrement adaptés à la doctrine de la jeune école. Au début du XXe siècle, la marine française était la première marine à disposer d'une force sous-marine viable. À l'inverse, le ralentissement de la construction des grands navires est tel qu'il faut jusqu'à une dizaine d'années pour construire un seul cuirassé. Par exemple, le Neptune est mis en chantier en avril 1882, pour une rentrée en service en décembre 1892. Le Hoche est mis en chantier en août 1880 et rentre en service en février 1890. Conséquence, les coûts de construction explosent. Et en plus de ça, quand ces nouveaux navires rentrent en service, ils sont déjà dépassés. Le Neptune est retiré du service en 1908 et le Hoche sert de cible d'entraînement en 1913. Après le départ de Hobbes, la marine continua sur sa lancée, aboutissant à une poussière navale, une grande flotte de petits navires monotaches, torpilleurs, bateaux éperons, canonnières et sous-marins, qui ne tardera pas à montrer son inefficacité. Mauvaise tenue en mer, rayon d'action limité, impossibilité de combattre au large, si bien que lors de la crise de Fashoda, en 1898, la France doit reculer sur terre face à la mobilisation massive de la Royal Navy en mer. Le Conseil supérieur de la marine constate avec amertume que la marine française ne peut rien faire pour s'opposer à la Royal Navy. Cela conduit Jean-Marie de Lansan, le ministre de la Marine, à lancer un vaste programme de construction comprenant de nombreux cuirassés, semblant sonner la fin de la jeune école. Mais dès juillet 1902, arrive de nouveau un ministre partisan de la jeune école, Camille Pelletan, qui donne la priorité aux petits navires, torpilleurs et sous-marins. À son départ en 1905, la jeune école a perdu quasiment tous ses partisans, ramenés à la réalité par la guerre russo-japonaise. L'engouement pour les théories de la jeune école handicapa grandement la marine française jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les ports sont encombrés de petits navires, peu efficaces et chers à entretenir. La flotte est en plus fortement divisée. En effet, les navires sont étalés tout le long des côtes, ce qui causera de gros problèmes à la marine française pour la lutte contre les sous-marins. La France rate également totalement la révolution Dreadnought. Le bilan financier est tout aussi catastrophique. Comme le dit Etienne Taimit, 765 millions or furent dépensés entre 1880 et 1909 pour la construction de bâtiments peu opérationnels, voire inutilisables. Jamais la France n'avait dépensé autant d'argent pour sa marine, avec des résultats aussi déplorables. À la fin des années 1800, un affrontement entre le Japon et la Chine devient de plus en plus évident. La marine chinoise dispose cependant d'une flotte puissante, dont 2 cuirassés de la classe Dingyuan, mis en service en 1885. Ces navires ont été conçus et construits en Allemagne et utilisaient toutes les technologies allemandes et britanniques les plus avancées de l'époque, avec un blindage à toute épreuve et 4 canons de 305 mm, ce qui étaient alors les plus gros canons navals à l'est du globe. En comparaison, la flotte japonaise fait pas le figure. La marine impériale n'a été créée qu'en 1869 et ne dispose au milieu des années 1880 que de 2 croiseurs modernes, ainsi que d'un cuirassé de conception ancienne, le Fuso, équipé de canons de 240 mm. Dans ces conditions, la marine japonaise n'a que peu de chance contre la Chine, et en 1885, le Japon se tourne vers l'expertise de la France pour construire une flotte moderne. Plus précisément, il demande à la France l'envoi de l'ingénieur Émile Bertin, l'un des plus éminents ingénieurs français des constructions navales, dont la réputation est telle que son nom est parvenu jusqu'au Japon. Bertin est un profond partisan de la jeune école,
et proposant un croiseur rapide doté de nombreux canons de calibre moyen, la classe Matsushima, équivalent au croiseur protégé de la marine française, ainsi que d'autres concepts de navires légers. L'idée que le Japon puisse combler son retard avec de petits navires relativement peu onéreux séduit immédiatement, le Japon n'ayant ni les ressources ni le budget pour construire de gros navires. Argument qui séduisait d'autres pays aux moyens limités, qui rêvaient grâce à la jeune école de faire jeu égal avec les grandes puissances. Les 3 navires de la classe Matsushima sont construits entre 1888 et 1894. 2 sont construits en France et le dernier au Japon. Dès le début, ils rencontrent de gros problèmes de fiabilité avec leur chaudière et leur canon principal. Le canon est également trop lourd pour une coque de croiseur et déstabilise le navire s'il est tourné. Devant ces problèmes et des performances que les Japonais jugent rapidement insuffisantes, la construction d'un 4e navire fut abandonnée. Certains officiers de la marine japonaise se méfiaient également des idées de la jeune école, qui dans les faits restaient totalement théoriques et n'avaient jamais été testées au combat. Les Matsushima ont été achevés pour le début de la première guerre sino-japonaise, formant l'épine dorsale de la marine impériale japonaise. Lors de la bataille de la mer Jaune, principale confrontation navale de la guerre, le 17 septembre 1894, les défauts de la classe Matsushima deviennent évidents. À eux 3, ils n'ont tiré que 13 fois avec leurs canons principaux, sans faire de dégâts notables. En revanche, ils ont subi des dégâts parfois importants, au point que le Matsushima doit quitter le combat. Heureusement pour les Japonais, si les canons de 320 ont été peu utiles, les canons à tir rapide et la grande maniabilité de la flotte furent décisifs. S'ils ont été incapables de couler les cuirassés chinois, les canons à tir rapide ont décimé les équipages sur leurs ponts, forçant la flotte chinoise à se replier, ce qui correspond parfaitement à la jeune école de l'amiral Aube et son idée que détruire la flotte ennemie n'est pas important. Cependant, s'ils avaient gagné contre la Chine, le fait que la flotte chinoise avait peu de munitions, qui en plus étaient de mauvaise qualité, et manquait cruellement de coordination et de discipline. À ça s'ajoute que la plupart de leurs navires étaient obsolètes. Pour les Japonais et les autres marines à travers le monde, à part la France, le retour d'expérience de la guerre sino-japonaise démontra les faiblesses de la doctrine de la jeune école. La puissance de feu des croiseurs était trop faible pour inquiéter sérieusement un navire lourd, et leur supériorité théorique, due à leur vitesse, pouvait être facilement perdue à la moindre avarie, et les torpilleurs quant à eux ne pouvaient combattre efficacement qu'en eau calme. Il était clair pour l'amirauté que la flotte japonaise n'aurait que peu de chance contre un ennemi sérieux, comme par exemple la Russie. Après le naufrage du croiseur Unebi en décembre 1886, également construit en France selon le concept de la jeune école, le Japon cessa d'acheter des navires français et se tourna vers les Britanniques, achetant entre autres des cuirassés modernes comme les classes Fuji et Shikishima. Par la suite, la guerre russo-japonaise, particulièrement la bataille de Tsushima en 1905, démontra clairement l'importance cruciale des cuirassés et la supériorité des canons sur les torpilles, finissant d'enterrer le concept de la jeune école. Si la doctrine de la jeune école se révéla totalement inefficace avec des navires de surface, certaines de ces idées se révélèrent cependant particulièrement adaptées à la guerre sous-marine. La guerre sous-marine menée par l'Empire allemand contre la Grande-Bretagne en 1917 s'inspire des idées de la jeune école. En 1935, le futur amiral Dönitz recommande la construction massive de sous-marins, non pas pour combattre la Royal Navy, mais les navires de commerce, notamment les pétroliers qui ravitaillent l'Angleterre. Et en 1945, le Japon lui-même sera mis à terre par le blocus sous-marin de l'US Navy.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like. Et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.